Allez, troisième et dernière partie de cette journée autour du rapport sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre la délinquance financière. Le rapport vient d'être débattu et présenté dans l'hémicycle. Le rapport à l'initiative, je le rappelle, de la France Insoumise et du député du Nord, Ugo Bernalicis. Et on va s'intéresser à cette question pour cette heure de débat. Quel horizon politique pour organiser cette lutte? Et autour de moi, pour cette heure de débat, Laïla Chabi, candidate France Insoumise aux élections européennes. Bonjour Laïla. Bonjour Guillaume. Monique Pinson-Charlot, sociologue, vous avez publié entre autres Le président des riches, puis Le président des ultra-riches, en référence d'abord à Nicolas Sarkozy et puis ensuite en référence à Emmanuel Macron, et Vincent Charmoyot, secrétaire général du syndicat de la magistrature, vice-procureur du tribunal de grande instance de Lille. Un mot de réaction d'Ugo Bernalicis qui a donc interrogé la ministre de la Justice sur ce rapport. La ministre s'est dite mobilisée sur ce sujet. Question toute simple, Hugo, est-ce que vous êtes rassuré? Je suis complètement rassuré. D'ailleurs, le rapport, j'ai prévu de le déchirer en miettes, et puis cette table ronde va être clôturée en l'espace de 30 secondes parce que tout va mieux. Non, plus sérieusement, on voit finalement que c'est le même discours convenu de 100% des ministres qui se sont précédés à Madame Belloubet, de tous les autres, que ce soit à l'intérieur, que ce soit aux finances. Et quand on regarde dans le détail, tout est génial, mais quand même, il ne faudrait pas recruter trop de magistrats au parquet national financier, parce qu'ils sont un peu un domaine qui la concerne, parce que, comprenez bien, il y en a 18 aujourd'hui, et c'est en fait 8 de plus qu'il y a 5 ans. Donc c'est déjà pas mal. Et puis en plus, ils sont aidés d'autres magistrats, les magistrats instructeurs, donc finalement, c'est que tout va bien. Non, s'ils sont aidés d'autres magistrats, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux. A priori, bêtement, comme ça, je vous dirais... Et puis surtout, quand on voit qu'ils sont passés de 250 dossiers au moment de la mise en place en 2013, en stock, dossiers en stock, à plus de 530 aujourd'hui, on doit se poser 2-3 questions. Surtout quand on voit qu'il y a très peu de dossiers qui sont sortis depuis la mise en place. À peine une dizaine. Donc si on veut que le débit, ce soit en entrée une centaine de dossiers par an et seulement 10 par an qui sortent, c'est sûr que c'est raté d'avance, quoi. Surtout que quand vous commencez à avoir 32 dossiers par magistrat, ça va pas, quoi. Alors qu'au départ, il était prévu qu'il n'y en ait que 8. Forcément, on ne peut pas se dire que c'est bon, les moyens sont là. Surtout que c'est des... Et ça, ils l'ont dit, la ministre l'a dit, tout le monde l'a dit. Ils rapportent du pognon. Ils rapportent plusieurs millions d'euros, ceux-là. C'est génial. Enfin, des fonctionnaires rentables. Bon, de quoi on se plaint pas dans le pays? Ce qui fait que mon collègue Jacques Maire de la République En Marche soutenait ce discours-là en disant « Mais embauchez des fonctionnaires, ils rapportent du pognon. Allez-y, quoi ». Et là, on voit que, malheureusement, il manque une pièce dans l'échiquier de ce débat. Parce qu'on a vu Olivier Dussopt pour le ministère des Finances, des comptes publics, même s'il n'y connaît pas grand-chose, en réalité, lui s'occupe de supprimer des fonctionnaires. C'est son job, c'est pas son dossier. C'est plutôt Darmanin qui devrait être sur ce dossier-là. Il nous manquait le ministère de l'Intérieur. Grand absent du dispositif. Parce que le parquet, l'instruction sur qui sont les services qui font les enquêtes, c'est même pas la DGFiP en matière de fraude fiscale. C'est l'OCLIF dont on a parlé, là, l'Office central, et c'est eux, avec la BNRDF, qui font l'essentiel des enquêtes. Eux qui galèrent pour leurs effectifs. 90, ils sont pour tout le pays. 90 personnes pour les plus grosses enquêtes. Et en fait, en réalité, 43 uniquement à la BNRDF sur la fraude fiscale aggravée et le blanchiment de fraude fiscale. 43. C'est pas satisfaisant, et quand on leur demande quels sont les moyens, mais ça progresse. On va être concret dans les propositions politiques pour lutter contre la délinquance financière, mais d'abord un mot de réaction de Vincent Charmoyot du syndicat de la magistrature. Est-ce qu'on peut se satisfaire des annonces, ou plutôt de la réaction de la ministre de la Justice sur ce rapport? Est-ce que c'est d'abord un problème d'effectifs? Alors, il y a un problème d'effectifs qui est énorme, c'est une certitude. Je reprends les chiffres, mais les chiffres qu'on donne toujours. En France, on alloue 65 € par habitant à la justice. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est le double. En Allemagne, c'est le double. Le pourcentage de la richesse que la France alloue à sa justice, le pourcentage de son PIB, c'est 0,20%. Ça nous met à la 37e place sur 44 en Europe. 0,20 pour nous, au hasard, la Moldavie 0,48, la Roumanie 0,35, la Géorgie 0,30, l'Albanie 0,28, l'Azerbaïdjan 0,23. On est à ce niveau-là. On a 2 fois moins de magistrats du siège que la moyenne sur le Conseil de l'Europe. On a 4 fois moins de magistrats du parquet
que la moyenne sur le Conseil de l'Europe. C'est un problème qui touche la justice dans son ensemble. Et moi, j'ai beaucoup entendu parler dans les débats du PNF. C'est important le PNF, parce que le PNF va traiter les affaires les plus sensibles, les plus importantes, les plus lourdes en matière de délinquance financière. Mais il va en traiter une extrême minorité. Il va prendre 200 dossiers par an. Les GIRS, qui sont les juridictions interrégionales spécialisées, vont en prendre grosso modo 200 par an aussi, mais à l'échelle de ce qu'est la délinquance financière, on est dans une infime minorité. Et le tout venant de la délinquance financière, mais quand je dis le tout venant, ça va être des dossiers qui portent sur des échelles en centaines de milliers d'euros. Hein. C'est du tout venant quand même assez haut de gamme. Ce tout venant, il va être traité dans les tribunaux de base, avec des moyens extrêmement réduits, parce que le PNF, c'est pas simple, il manque de moyens, mais par rapport à ce que connaissent les tribunaux, c'est encore très 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 confortable. Et surtout, les tribunaux qui vont traiter tout le contentieux sont soumis à des indicateurs de performance qui dévalorisent les dossiers les plus complexes qui demandent le plus de travail. Vous avez une masse, des ressources données. Statistiquement, il est beaucoup plus payant au regard des indicateurs de performance de l'allouer à sortir très vite plein de petits dossiers plutôt que de l'allouer à un gros dossier financier. Et j'ai entendu parler du PNF, mais c'est vraiment une question qui concerne la justice dans son ensemble, et moi je ne peux pas entendre que ça progresse, parce qu'en fait ça ne progresse pas. Non seulement il faudrait doubler les moyens de la justice pour arriver à quelque chose qui soit comparable avec les autres démocraties d'Europe de l'Ouest, mais en plus on augmente d'1,72% sur l'année 2018, l'inflation est d'1,80%. En euros constants, ça baisse le budget des services judiciaires. On ne parle pas de sommes considérables, on parle de 3,5 milliards euros. C'est un budget qui, à l'échelle de ce qu'est le budget de l'État, n'est pas énorme du tout. Pour indication, 3,5 milliards, c'est à peu près ce qui a été abandonné par l'État au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce n'est pas des sommes... C'est faisable. C'est faisable. La plupart des autres pays européens le font. On n'en est pas dans un manque de volonté politique. C'est l'amende pour UBS, 3,7 milliards. Voilà. Pour une banque, dans une affaire. C'est un choix politique. C'est un choix politique délibéré, l'indigence de la justice, qui a des conséquences sur les affaires financières, mais en fait sur l'ensemble du fonctionnement judiciaire. Monique Pinson-Charlot, vous avez donc écrit le président des ultra-riches en référence à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas aussi le président qui banalise ce système de délinquance fiscale et financière finalement? Oui, parfaitement. C'est-à-dire que pour moi, Emmanuel Macron, c'est le fondé de pouvoir de l'oligarchie qui a été placé à l'Élysée. Et la délinquance financière dont il a été question tout cet après-midi, et puis votre rapport que j'ai trouvé vraiment très bon. Mais par contre, je n'ai pas du tout apprécié les commentaires de la garde des Sceaux et des autres députés, qui sont des commentaires on croit que c'est possible, que l'on va augmenter les effectifs, que l'on va donner de l'argent, alors qu'en réalité, on est là à l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale où, à l'exception, alors on est à la France insoumise, ça aurait pu être le Parti communiste, là il y a vraiment des contre-pouvoirs forts, mais massivement à l'Assemblée nationale, il n'y a pas 1% d'ouvriers, alors que les ouvriers sont 30% de la population active. La part des ouvriers et des employés a été diminuée de 3 depuis 50 ans. Donc l'Assemblée nationale, ce que vous appelez l'État, c'est une forme réifiée, c'est un endroit où il y a des rapports de classe comme dans la société civile. Il n'y a pas la société civile et l'État. Là, on est tous des gens de la société civile au cœur d'une enceinte objectivée qui représente l'État. Vous vous étonnez, vous avez l'air d'être en colère contre le fait qu'il n'y a pas l'argent pour lutter contre la délinquance financière. Moi, je ne suis pas du tout étonnée, parce que si vous voulez, la politique, ce que vous appelez l'État, l'Assemblée et les assemblées parlementaires, sont le reflet des rapports de classe, avec aujourd'hui une oligarchie qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs, et qui est donc
l'oligarchie qui domine l'Assemblée nationale et aujourd'hui avec un ex-banquier de chez Rothschild à l'Élysée. Et c'est cela qui explique la délinquance financière. Parce que de partout, moi par exemple, j'aimerais être cooptée au Conseil constitutionnel, mais c'est pas possible. On va coopter une autre sociologue, Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, et on ne cooptera jamais un fils de Pierre Bourdieu. C'est-à-dire que la pensée critique n'a pas vocation à être présente au Conseil constitutionnel, n'a pas à être présente dans la Cour de justice de la République, dans tous les endroits où il y a des privilèges pour les puissants, des systèmes de protection. Chaque fois qu'il y a, par exemple, je travaille sur l'ISF et sur l'efficacité de la suppression de l'ISF en matière d'emploi, le comité de suivi de l'ISF, c'est comme par hasard France Stratégie, où c'est un des plus généreux donateurs d'Emmanuel Macron, qui en est le commissaire général, Gilles Jacquin de Margerie. Donc, si vous voulez, le vrai problème de la lutte contre la délinquance financière, c'est vraiment de mettre à bas une caste, une classe dominante, une petite oligarchie qui s'accapare aujourd'hui, mais vraiment toutes les richesses et tous les pouvoirs. Alors, je ne sais pas si je peux continuer, mais... J'en reviendrai vers vous tout après. Super. Est-ce que je suis intéressante sur le sujet? Pour le Conseil constitutionnel, vous pourrez passer votre CV avec Gouvernement ici s'il a beaucoup de contacts. Ah, super, on s'arrangera. Le dernier que j'ai auditionné s'appelle Alain Juppé, quand même. Un mot de Laïla Chaibi, candidate de la France Insoumise aux élections européennes. Vous portez aussi un combat contre McDonald's pour que McDo, j'allais dire paye ses impôts, mais en fait pour que McDo respecte la loi, tout simplement. McDo paye ses impôts et paye ses salariés. J'ai lancé là, il y a quelques semaines une commission d'enquête citoyenne sur McDonald's dans le cadre des élections européennes, mais c'est quelque chose qui va continuer au-delà du 26 mai. On a vu émerger ces derniers mois la question de la justice fiscale sur le devant de la scène. C'était une revendication qui était très présente dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est massivement soutenu par la majorité de la population. Contrairement à ce qui se raconte, les Français ne sont pas contre les impôts, mais demandaient juste simplement à ce que chacun participe à hauteur de ce qu'il gagne, participe à l'effort collectif à hauteur de ce qu'il gagne. Et en fait, je pense que le McDo, là, c'est un cas symptomatique du fait qu'il y a deux types de contribuables dans ce pays, en fait. Il y a le contribuable qui paye ses impôts, comme vous et moi, et puis il y a celui qui va faire appel à des mécanismes d'optimisation fiscale, qui va avoir des avocats fiscalistes pour faire fuiter ses revenus pour échapper à l'impôt. Et du côté des entreprises, c'est la même chose. Il va y avoir la petite sandwicherie de quartier qui va payer 28% d'impôts sur ses bénéfices, et puis des boîtes comme McDo qui vont payer quasiment aucun impôt, donc quasiment 0% d'impôt. Il faut savoir que nous, on a choisi de prendre McDo parce que McDo, tout le monde connaît. Tout le monde est déjà allé chez McDo. C'est McDonald's. La France, c'est le premier marché de McDo après les États-Unis, parce qu'on sait peu. Il y a 1400 restaurants McDo en France et 70 000 salariés. Des salariés qui, pour la plupart, sont embauchés à temps partiel, donc ils touchent moins de 800 € parce qu'ils sont payés au SMIC, donc c'est au SMIC horaire, donc c'est pas des temps pleins. Il n'y a pas de majoration quand ils bossent le dimanche, quand ils bossent de nuit. C'est la convention de l'hôtellerie et de la restauration. Oui, et puis c'est aussi le fait que, en fait, on n'a pas une grosse entreprise McDonald's qui aurait les 1400 restaurants, mais on a un système de franchise. Le système de franchise fait qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une unité économique et sociale, ce qui fait qu'en fait ça empêche les salariés de s'organiser pour revendiquer des droits. Par exemple, on a un McDo à Marseille où ils se sont fortement mobilisés, les salariés. Ils ont obtenu des choses, par exemple un 13e mois, par exemple le fait que le taxi soit payé après 22 heures quand il n'y avait plus de bus. Et bien ça, le système de franchise fait que vous avez une logique de cette multinationale qui divise les salariés, qui fait en sorte d'empêcher les salariés de se parler. Et donc là où j'en viens justement à la question de l'évasion fiscale, que ce système de franchise, il permet l'évasion fiscale parce que chaque restaurant McDonald's doit payer sur son chiffre d'affaires chaque mois 5% pour les frais de royalties, donc pour avoir le droit d'utiliser le M, et 20% en plus, donc ce qui fait 25% au total, 20% en plus de redevances services et de loyer. Parce que par contre, tous les murs des 1400 restaurants McDonald's appartiennent à une filiale qui est basée non pas en France, mais qui est basée
jusqu'à il y a 3 ans au Luxembourg. Et le système, c'est que chaque resto McDo fait fuiter le quart de son chiffre d'affaires dans les paradis fiscaux, où là, le pire, c'est qu'on peut se dire, le Luxembourg, comme ils étaient jusqu'à il y a 3 ans, ils payent 5% d'impôts, et même pas parce qu'il y a un accord entre le Luxembourg et au Delaware, l'autre branche de McDo, pour faire en sorte qu'ils payent 0% d'impôts. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une plainte qui a été justement, là, quand on parle des moyens qui sont alloués pour contrôler tout ça. En 2013, il y a eu une ouverture d'une enquête fiscale. Cette enquête, elle est toujours pas refermée. Elle est toujours pas refermée 6 ans après. Alors qu'entre-temps, on a eu le temps quand même, au niveau de l'Union européenne, il y a eu le temps de faire une enquête de la part de la commission, de la commissaire à la concurrence, Margaret Vestager. McDonald's a été auditionné 3 fois dans le cadre de commissions d'enquête au Parlement européen, justement sur ces questions d'évasion fiscale. Et entre-temps, le pire, c'est que McDonald's a eu le temps de délocaliser sa filiale au Luxembourg. Dès que ça s'est su qu'ils étaient au Luxembourg, qu'ils exécutaient les bénéfices au Luxembourg, ils ont eu le temps de délocaliser au Royaume-Uni, comme par hasard, juste après l'annonce du Brexit. Et donc là, juste, je sais pas si on voit, en fait, ça c'est l'ancien schéma de comment est organisé McDonald's, et ça c'est le nouveau, et c'est un schéma simplifié, en fait. Donc c'est une espèce de toile d'araignée où ces gens-là, ils ont les meilleurs avocats fiscalistes du monde, ils ont énormément de moyens. Quand vous mettez ça en balance par rapport au peu de moyens qu'il y a au niveau de la DGFP en France, la Direction Générale des Finances Publiques, et donc c'est ce qui fait que la plainte est toujours ouverte et qu'ils s'amusent comme ça à faire des schémas qui fait qu'ils font fuiter leurs bénéfices. Le problème là-dedans, c'est quoi? C'est qu'à la fois c'est un manque à gagner pour les salariés. Parce que le fait que les magasins se déclarent les restos McDo se déclarent en déficit quasiment, fait qu'il n'y a pas de prime d'intéressement. Et on a des rapports qui nous indiquent que c'est à peu près 800 € par salarié et par an qui leur passent sous le nez, alors qu'ils devraient toucher en prime d'intéressement. Et par ailleurs, et je termine juste là-dessus, c'est un manque à gagner pour vous, moi, pour tous les citoyens, parce que on estime à peu près 100 millions d'euros qui devraient être versés dans les caisses de l'État, être payés en impôts de la part de McDo, qui pourraient servir à financer des services publics, des écoles, des hôpitaux, etc. On en parlait tout à l'heure dans les constats. Il y a donc un problème d'effectifs, on l'a dit, il faut que ces grandes entreprises respectent la loi, et puis c'est un problème aussi humain, vous l'avez soulevé tout à l'heure, Bernard, ici dans l'hémicycle, puisque aujourd'hui les meilleurs fiscalistes, et je rejoins ce que vous venez de dire, Laïla Chabi, sont au service des grandes entreprises et pas au service de l'État pour lutter contre cette délinquance financière. Alors comment on fait pour pallier ce problème humain et ce problème de recrutement en fait? Mais il faut valoriser les carrières en tant que telles. On a une proposition là-dessus dans le rapport, et notamment, symptomatique, c'est l'OCLIF. Je vous en ai parlé déjà tout à l'heure, cet office central de lutte contre les infractions fiscales et financières et la corruption. Mise en place de ce service, alors il y avait déjà des antécédents, en gros, sous cette forme-là, c'est en 2013, après l'affaire Cahuzac, en même temps que se met en place le parquet national financier. C'est censé être le bras armé du parquet national financier, des enquêteurs de terrain qui vont faire les perquisitions, lire les documents, etc. Ils étaient 90 à l'époque. Aujourd'hui, ils sont 90. D'accord ? Sauf que le gouvernement va dire, mais attendez, on a mis le paquet sur le CLIF parce qu'il y a à peine 7 mois, ils étaient à 70. Il y a eu 20 recrutements qui ont été faits. Et sur ces 20 recrutements, ils ont recruté un petit peu quelques nouveaux spécificités de ce service, les officiers fiscaux judiciaires, qui est plutôt une bonne réussite. En fait, ce sont des gens, des inspecteurs des finances de Bercy, qui ont été formés à la qualification judiciaire, comme des OPJ, des officiers de police judiciaire, sauf qu'ils sont officiers fiscaux judiciaires. Donc eux, ils ont la compétence technique de voir les comptes, etc., le contrôle fiscal, et ils acquièrent les techniques de policiers, la technique d'interrogatoire, ils peuvent mobiliser en lien avec le parquet toutes les techniques spéciales d'enquête, poser des balises, faire des écoutes téléphoniques, tout ça, poser des micros, tout ce qui peut se faire en la matière. Et donc le fait qu'ils aient été mis au ministère de l'Intérieur, c'était vraiment une plus-value, quoi, parce qu'ils ont tous les moyens du ministère de l'Intérieur. Et en fait, ça, on arrive à recruter, sauf qu'il y a très peu de postes ouverts. Par contre, les policiers novices, eux, ils veulent pas, ou même les policiers confirmés, ils veulent pas aller là-bas. Parce que ce qui intéresse, c'est de faire du stupéfiant, c'est de faire de la criminelle, ça c'est... Parce que là, vous faites une affaire, ça va aux assises, c'est médiatisé, enfin voilà, vous avez de la valorisation, etc. Et y compris sur vos postes, vous êtes valorisé sonnant et trébuchant. Là, en matière financière, bah, si votre dossier il sort au bout de 8 ans, c'est déjà pas mal. Si en plus il y a des sanctions pénales à la fin, de la prison ferme, etc., bah, déjà, wow, c'est que vraiment vous êtes dans le... Ça n'arrive pas en fait. Donc ils sont découragés en interne, il n'y a pas de volonté. Et surtout, il y a une promotion aujourd'hui à la mobilité au ministère de l'Intérieur quand vous êtes policier pour pouvoir progresser, pour bouger.
Sauf que là, c'est le contraire. Dans ce domaine-là, on a besoin de stabilité. On a besoin de gens qui acquièrent des connaissances, qui comprennent les ramifications, les toiles d'araignée, qui tissent leur réseau, etc. Et donc, les vieux de la vieille qui étaient là depuis longtemps finissent à un moment donné par partir. Les nouveaux arrivent, mais sont contraints à bouger assez rapidement au bout de 3-4 ans. Sauf que quand vous demandez à l'OCLIF, aux responsables du service, combien de temps il faut former pour un bon policier en matière financière, il faut 4 ans pour qu'il commence à devenir vraiment performant. Et c'est le moment où il va s'en aller. C'est un truc, c'est infaisable. C'est pas compliqué. Mettons des primes, stabilisons-les, disons les gars, si vous restez, vous prendrez votre grade, votre galon sur place, quoi. De toute façon, vous faites rentrer de l'argent, les affaires fonctionnent bien, etc. C'est des mesures toutes simples. Et on a même proposé de décliner cette histoire d'officiers fisco-judiciaires à d'autres secteurs. Par exemple, sur le travail dissimulé. Vous savez, souvent, on arrête les sans-papiers dans l'entreprise, hein, mais le patron, lui, il ne prendra jamais d'amende, il ne va rien se passer, etc. C'est quand même un truc de dingue. Mais parce que les inspecteurs du travail, ce n'est pas des policiers, les policiers n'ont pas que ça à faire que d'intervenir, ils sont très peu sur le dossier, etc. Ça arrive qu'ils interviennent, hein, mais ils sont trop peu. Donc on a dit, prenons des inspecteurs du travail, donnons-leur une qualification judiciaire, comme les officiers fisco-judiciaires, faisons des inspecteurs du travail judiciaire. Voilà. Et faisons des services comme ça, qui bénéficient des moyens du ministère de l'Intérieur, qui vont aller dans des domaines... ça, c'est des propositions simples, concrètes. Il n'y a pas besoin de faire un séminaire, il n'y a pas besoin de demander un rapport de la Cour des comptes. Faire un nouvel observatoire. Ou de faire un nouvel observatoire. Qui tarde à venir. Non, mais il ne viendra pas. Puis à la limite, on s'en fiche. On n'a pas besoin d'observer, on a besoin de lutter contre le phénomène. Donc c'est ça les propositions concrètes en la matière. Et puis surtout, vous avez vu que la police fiscale s'est créée. Je vais terminer là-dessus. Ça, c'est la grosse blague, quoi. Non pas que les personnes qui vont travailler à Bercy ne sont pas bons. D'ailleurs, je pense que Vincent Droizé, qu'on a eu sur la présente table ronde, me contredirait et il aurait sans doute pas tort. C'est juste qu'aujourd'hui, ces officiers fisco-judiciaires, ils sont avec la police, avec tous les moyens qui sont avec. On a créé la même chose, ils vont prendre les mêmes enquêtes. Les mêmes enquêtes, ils vont prendre du côté de Bercy. Donc, ce qui se passe depuis que la loi sur la fraude fiscale a été votée en 2018, c'est que la Direction générale des finances publiques, qui transmettait les enquêtes au parquet national financier, qui les donnait à l'OCLIF, avec les officiers fisco-judiciaires invités, a arrêté de donner des enquêtes depuis le vote de la loi. C'est bon. Ils gardent tout sous le coude, le temps que leurs gars soient formés à Bercy pour prendre les mêmes enquêtes. Sauf qu'eux, à Bercy, ils ne bénéficieront pas des moyens du ministère de l'Intérieur. Et donc, ils vont, quand il y a des infractions connexes, en fait, s'arrêter juste à la matière fiscale, c'est tout. Ils ne vont pas aller au-delà, ils ne vont pas creuser au-delà. De toute façon, ils n'ont pas les moyens d'aller creuser au-delà. Et en fait, c'est surtout un moyen de communication pour Gérald Darmanin pour dire « Regardez, j'ai mis une police en place », alors qu'il y avait déjà une police qui fonctionnait, alors qui est sous-dotée, mais qui fonctionnait. Et puis, surtout, c'est la guerre entre les ministères. En vérité, c'est ça, c'est que chaque ministère, Bercy voulait avoir sa propre police pour garder la main sur ses propres dossiers, pour pouvoir éventuellement, quand cela est trop dérangeant, faire en sorte que le ministre soit d'abord au courant, comme ça se fait parfois au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il y a pas une clé aussi, là, dans cette lutte contre la délinquance financière, une réelle politique volontariste de, qui met en exergue plusieurs ministères, une vraie politique interministérielle qui coordonne sa politique de lutte contre la délinquance financière, Vincent Champvrieux. Pardon, allez-y, Monique. Comme vous voulez. Non. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que là, je trouve que Hugo, il est passionné, Laïla, elle est passionnée. Je veux dire, on voit bien que vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait plus de justice. Mais vous voyez bien qu'il y a les ministères. Tout à l'heure, vous avez fait un topo sur le coup, c'est Vincent Droizé, sur le cloisonnement administratif à Bercy. Et c'est totalement dingue. C'est un espèce de labyrinthe pour que vraiment vous n'y compreniez rien. Il ne faut rien y comprendre, c'est fait exprès. Et, vous parliez de stratégie de contournement tout à l'heure, pour reprendre votre expression. Oui, alors sur la stratégie de contournement, ils ont dit qu'ils avaient supprimé le verrou de Bercy, mais en réalité, il y a eu toutes sortes. On a parlé de la CGIP, de la CRPC, la reconnaissance préalable de culpabilité, le droit à l'erreur, on en a parlé tout à l'heure à la première table ronde. Tout ça, c'est fait pour faire croire qu'on a supprimé le verrou de Bercy, mais en réalité, c'est marrant d'ailleurs, parce que moi, je suis beaucoup plus âgée que vous, et ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on se bat avec mon mari contre la délinquance financière, contre cette oligarchie qui mène une guerre. C'est pas une guerre économique, comme l'a dit Maxime tout à l'heure, c'est vraiment une guerre de classe, c'est-à-dire c'est une guerre totale.
Et ici, on est à l'Assemblée nationale, c'est l'endroit le plus important, puisque c'est là où les intérêts privés de cette oligarchie qui est aujourd'hui avec son chef à l'Élysée se transforment par l'intermédiaire du droit et de la loi en intérêt général. Donc on est vraiment au cœur du problème. Alors, où est-ce que j'allais ? Vous alliez, je ne sais pas où vous alliez, mais vous y alliez, et nous on vous suit en tout cas. Fonctionnement cloisonné des Nous, on va suivre Fonctionnement cloisonné, donc ça, sur la politique interministérielle. tout ça est fait pour que précisément tout change pour que rien ne change. Et c'est ça que j'admire quand même, votre patience, parce que moi, tout à l'heure, je me suis énervée quand on a regardé ce qui se passait à l'Assemblée nationale où vous étiez dans l'hémicycle, parce que franchement, on se dit, mais c'est pas possible, ces discours-là, on les a déjà entendus 100 fois, et puis ils recommencent avec toujours la même vivacité, la même, voilà, et puis il y a toujours des jeunes députés qui arrivent, et puis qui se prennent, qui mordent à la leçon, ce qui est tout à fait normal. On tient la tranchée, c'est l'expression qu'on emploie. Voilà. Et donc, moi, si vous voulez, la cause de la délinquance financière qui nous mobilise, c'est véritablement le fait de cette oligarchie, le fait d'une caste. Et moi, pour moi, si j'avais une proposition à faire ce soir pour essayer d'avancer par rapport à cette délinquance financière qui a des conséquences criminelles sur le peuple de France, eh bien, c'est par exemple d'inscrire le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et là, je peux vous assurer qu'on règle les 3/4 des problèmes qui nous mobilisent autour de cette table ronde. Les problèmes de délinquance financière sont liés aux problèmes démocratiques de notre pays. Absolument, c'est absolument ça. C'est-à-dire que... Il faut savoir que les 9 milliardaires, ils détiennent la plupart des médias quand même. Donc les choses se tiennent, s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est eux qui ont des paradis, qui sont dans les paradis fiscaux aussi, qui ont les sociétés de conseil, d'avocats, fiscalistes dont on parlait tout à l'heure. Et les choses sont vraiment complètement imbriquées. Ça fait système. Je peux vous dire que quand on était... Juste, parce que ça, je trouve que c'est... Quand on était invité, quand on fait nos enquêtes dans la très grande bourgeoisie et l'aristocratie de l'argent, bien autour de la table, il y avait toujours un propriétaire de médias, voire même avec un journaliste de renom, un homme politique de rang très élevé, éventuellement le maire de Neuilly, un industriel, et puis des gens qui arrivaient de différentes régions du monde entier. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le conflit d'intérêts, on était dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie tout le temps. Et ça, c'est vraiment décisif. Si on veut combattre la délinquance financière, à mon avis, c'est très intéressant tout le boulot que vous faites. Ça n'est pas, c'est complémentaire, mais ne jamais oublier vraiment les fondamentaux, ce qui est à l'origine de cette délinquance. Et je peux vous dire que ça ne va pas s'arranger. Parce qu'avec le dérèglement climatique, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de la guerre que les plus riches mènent contre le peuple de France, va s'aggraver avec la violence du dérèglement climatique. Vincent Charmant, une réaction sur ce problème démocratique qui pourrait peut-être résoudre aussi un problème plus financier, un problème plus économique. Alors moi, j'arrive dans ce débat avec mon regard de praticien, qui est quand même très différent d'un regard de sociologue. J'ai du mal à réduire la délinquance financière à la question de l'oligarchie. C'est-à-dire qu'on a une délinquance financière qui est médiatique, qui est la délinquance financière un peu VIP, avec des grandes entreprises, des hommes politiques, des grandes fortunes. C'est pas la masse de la délinquance financière. Vous avez une délinquance financière extrêmement massive de gens dont vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'entendrez jamais parler, qui sont des petits chefs d'entreprise, des particuliers dont vous n'avez jamais entendu parler, qui sont aussi, parce qu'il y a une vraie continuité dans les circuits criminels, dans les personnes dont il est question, vous avez des gens qui ont un pied dans la délinquance organisée et un pied dans la délinquance économique et financière, des gens qui sont assez loin de l'idée qu'on peut se faire de la délinquance en col blanc. Il n'y a pas de rupture entre les circuits de blanchiment du trafic de stupéfiants et les circuits de la délinquance économique et financière. Il n'y a pas de rupture, notamment quand on parle de grandes fraudes au droit d'accise ou à la TVA, il n'y a pas de rupture entre ce que la mafia fait de plus mafieux et les circuits de la délinquance économique et financière. C'est une réalité.
économique, criminelle, qui, à mon avis, est beaucoup plus large, beaucoup plus insaisissable que des grands noms ou des grandes fortunes qu'on pourrait associer, identifier à quelque chose finalement associé aux classes dominantes, à la grande bourgeoisie. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus difficile à saisir, étant observé, comme je disais, que la masse de la délinquance économique et financière, c'est des dossiers de petite et moyenne importance. Et là, je reviens au débat sur les services enquêteurs. Il y a tout un débat sur l'OCLIF, sur la police fiscale. Je serais moins pessimiste moi, sur la police fiscale, parce que je trouve que la nouvelle police fiscale, elle s'inscrit dans les pas du service national de douane judiciaire, qui est quand même une belle expérience et quelque chose qui marche extrêmement bien. Donc si le modèle qui est retenu, c'est celui du SNDJ, il y a probablement quelque chose d'intéressant à en faire. À voir. Se posera aussi la question des moyens qu'on y met. Mais en fait, le problème, il se situe aussi, et encore de manière beaucoup plus grave, et ça a été relevé de manière très pertinente par le rapport, il y a ce qui est très visible, ce qui est service de pointe au niveau national, qui en effet souffre, est sous-dimensionné, et puis vous avez le désastre des services au niveau régional, des IPJ, c'est déjà très compliqué, et après, au niveau des DSP, vous avez des services parce que la banqueroute ou l'abus de biens sociaux du chef d'entreprise d'une PME qui va détourner 50 000 € et planter sa boîte en laissant les salariés sur le carreau, le particulier fortuné qui va éluder 250 000 € à l'impôt, c'est pas l'OCLIF qui gère, c'est le commissariat, la sûreté urbaine, et c'est des services qui sont absolument sinistrés par leur manque de moyens, et puis sinistrés par le fait que quand vous êtes au commissariat de Roubaix, vous avez une telle masse de délinquance de voie publique sur laquelle tous les moyens sont mis, sur laquelle vous avez des interpellations tous les jours à traiter, des gardes à vue, et les dossiers financiers, qui sont des dossiers complexes, même les petits dossiers financiers sur lesquels il faut s'investir sur le long terme, qui sont en plus pas valorisés statistiquement, vous les traînez comme des boulets et vous avez énormément de mal à les sortir, même avec beaucoup de bonne volonté, parce que s'il y a bien quelque chose qui ne manque pas dans ces services-là, c'est le courage et la bonne volonté. Malheureusement, à un moment, il est difficile de surmonter certains obstacles qui tiennent au manque de moyens. Mais j'insiste, il ne faut pas, tout comme il ne faut pas focaliser sur le PNF et sur ces dossiers en centaines de millions, ces grandes entreprises, ces noms connus, il ne faut pas focaliser non plus sur le CLIF, sur les services de pointe. La réalité de la délinquance financière, la masse de la délinquance financière, c'est des dossiers qui se chiffrent en dizaines, en centaines de milliers d'euros, qui occasionnent un débat par leur masse, qui occasionnent un dégât social considérable, et qui sont traités avec encore beaucoup plus de difficultés que les dossiers du PNF ou de l'OCLIF, qui, malgré les difficultés, sont traités dans des conditions beaucoup plus confortables. Dans les propositions qu'il y a dans ce rapport Hugo Bernalicis, vous parlez de la consolidation de l'Agence française anticorruption. Là, ça pourrait aussi régler la masse de dossiers qui sont en lien avec cette problématique de corruption ici en France. Comment on fait pour consolider cette agence ? Il faut embaucher les gens. Dire, l'Agence française anticorruption, elle a un rôle de prévention de prime abord. C'est-à-dire qu'elle est censée aller voir les entreprises pour leur dire, voilà ce que je vous propose de mettre en place dans votre chaîne hiérarchique, dans votre organigramme, pour éviter qu'à un moment donné, il y ait un agent, en espérant que ce ne soit pas le patron qui fraude, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas des sous qui partent à droite et à gauche, des systèmes de caisse noire, etc. Des dispositifs de mise en conformité, des dispositifs prudentiels. Or, ils ont pas du tout de moyens. Ils sont mis en place, d'ailleurs, ils ont commencé vraiment à fonctionner vers 2016. Et ils sont par échantillonnage, ils prennent les plus grosses boîtes, ou celles qui ont eu des articles dans la presse, ils font comme tout le monde, ils font leur marché comme ça, mais c'est bien dans de ça. Ils avaient fait leur petit calcul en disant qu'il lui fallait 6000 ans pour contrôler toutes les entreprises qui pouvaient rentrer dans son périmètre. Donc c'est pas satisfaisant, et surtout on a une culture aujourd'hui, et l'Agence française anticorruption, c'est un peu l'exception qui vient confirmer la règle, mais sur le secteur privé, le libéralisme économique a fait en sorte que ce ne soit plus l'État ou les pouvoirs publics qui contrôlent l'activité du secteur privé, qu'on favorise l'autocontrôle du secteur privé. C'est ça et donc c'est eux qui doivent détecter et transmettre déjà quasiment les pré-dossiers tout faits
au service de contrôle. Alors ça peut être Tracfin pour le renseignement, qui ensuite va le donner au parquet national financier, qui ensuite va générer une enquête, etc. Ou même sur le moyen spectre, à la PJ localement. Bon, la sûreté urbaine, non, ils n'auront jamais de signalement de Tracfin. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais donc du coup, on a cette difficulté de ces moyens-là, et que ça repose sur le secteur privé. Or, on a vu à quoi ça mène. Vous avez le dossier qui est sorti, qui vient de sortir là dans Le Monde, sur la banque Danske, je pense à le dire. Bref, vous regarderez dans la presse, sur la banque Estonie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui a été rachetée par une banque finlandaise, j'espère que je ne me plante pas dans les pays, qui en fait a racheté une banque pourrie, qui était de notoriété publique, que c'était la banque des voyous et des gangsters de la mafia du coin, 200 milliards d'actifs pourris, et en fait, comme c'est rentré dans le bilan de la banque principale, normalement, l'organisme de contrôle aurait dû leur demander de consolider leurs comptes, de faire le ménage, de voir ce qui se passait, etc. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu une enquête qui a été faite par une commission à l'initiative de toutes les autorités de contrôle des 28 pays de l'État membre, qui a rendu son rapport en disant non mais là c'est n'importe quoi, vous n'avez pas du tout respecté les règles prudentielles, vous avez même enfreint la réglementation européenne et votre propre réglementation nationale. Le rapport est remis aux 28 autorités de contrôle qui est autour de la table, et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Classement sans suite du rapport. En disant bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été bons, mais ils n'ont pas enfreint les règles. Et là, on voit même que les mécanismes prudentiels de contrôle, au moins des pouvoirs publics, eux-mêmes finissent par mettre sous le tapis. On se demande si c'est même pas les problèmes de too big to fail. Vous savez, c'est trop gros pour planter, quoi. On est à une banque, on a une taille tellement énorme que ça générait tellement de problèmes en cascade avec des amis, peut-être des copains là, dans la banque, quoi, que bon, finalement, pour l'avenir, essayer de mieux faire, mais là, c'est terminé. Et je vais juste revenir aussi sur l'aspect sûreté urbaine, parce qu'on a le commissariat du coin avec la petite plainte. Le pire, c'est que on a des moyens de progression à la proposer, par exemple, aussi dans le rapport, en disant voilà, l'escroquerie sur laquelle vous êtes victime sur Internet. Vous allez sur un site Internet, on vous vend un truc bidon, 150 €. Vous pouvez prendre des notes, ceux qui regardent, parce que vous avez des escroqueries à mener à moindre coût. Je prends des notes. Faites un truc, vous vendez un truc bidon, la personne vous paye. D'accord, vous ne recevez jamais la marchandise ou le service. Vous êtes ponctionné de 150 €. Vous demandez une réclamation, personne ne vous répond, forcément, c'est un site bidon, etc. Vous allez déposer plainte au commissariat à côté de chez vous, donc on prend votre plainte. Le policier du coin, s'il est un peu formé, va faire en lien avec le parquet peut-être une réquise judiciaire. Là, c'est dans le meilleur des cas. Une réquisition pour savoir où se trouvent les serveurs. Pour essayer de localiser le site internet. Là, on voit que le serveur est à l'autre bout du monde. Bon, on se dit, attendez, préjudice, 150 €. Serveur à l'autre bout du monde, va falloir des semaines, des mois d'enquête pour ça. Bon, classement sans suite. Classement sans suite. Alors qu'en fait, en réalité, du point de vue du mec qui a monté l'arnaque, c'est peut-être 1000 fois 150 €. Ou plus. Ou peut-être plus. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de recoller les données. Aucun. Le seul moyen sur lequel on peut recoller les données, comme ça, sur lequel on vous invite à déposer plainte en ligne, en donnant toutes les informations, c'est les fraudes à la carte bleue. Et pourquoi les fraudes à la carte bleue? Parce que la fraude à la carte bleue, c'est la banque qui vous la paye. Donc c'est une perte pour la banque. Donc là, il fallait s'organiser pour essayer de remonter les filières, etc. Parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Par contre, l'escroquerie en ligne qui ne vous concerne que vous particuliers, là, bon, classement sans suite, quoi. Donc c'est des propositions comme ça où à un moment donné, on se dit, mais finalement, cette statistique, cette politique du chiffre mise sur les enquêtes, elle conduit à des choses complètement hallucinantes. Sur les petites enquêtes, on ne les fait pas. Sur les moyennes ou plus complexes, on se dit c'est trop de temps mis à disposition pour un gain trop faible. Donc on va faire ce qui est le plus visible, donc les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes, pardon. Et quand c'est les atteintes aux biens, c'est surtout le cambriolage. S'il n'y a plus de cambriolage, tout va bien. Je reprends la proposition, donc la constitution d'une base de données relative aux atteintes à la probité de chacun pour essayer de lutter contre cette délinquance financière. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à dire beaucoup sur la coopération européenne et coordonnée finalement cette lutte, puisqu'aujourd'hui on a beaucoup parlé de moyens là, ici, français, de l'État, mais que fait l'Union européenne pour coordonner cette lutte? Pas grand-chose, d'ailleurs, on a l'impression. Pas grand-chose, et même pire que ça, on a un système organisé à l'échelle de l'Union européenne qui encourage l'évasion fiscale. Alors maintenant, donc là pour le coup je parle d'un type de délinquance financière qui est l'évasion fiscale. Après la question aussi c'est
dans l'évasion fiscale, vous avez la fraude fiscale, mais vous avez aussi une bonne partie, donc tout ce qui concerne l'optimisation fiscale, qui est actuellement complètement légale. Donc, est-ce que ça rentre dans le cadre de la... Mais par exemple, cette constitution de base de données dont on parlait, elle pourrait être faite d'abord à l'échelle européenne. Oui, mais complètement. En fait, actuellement, en France, on estime à 80 à 100 milliards d'euros par an l'argent qui part en évasion fiscale. Et en fait, il y a des propositions, il y a des choses qui pourraient être faites à l'échelle européenne pour empêcher ça. En fait, d'abord, s'il y avait une harmonisation fiscale possible à l'échelle européenne, une harmonisation fiscale, c'est-à-dire que le taux d'impôt sur les grosses sociétés, c'était le même partout dans tous les pays de l'Union européenne. Il n'y aurait aucun intérêt pour McDo, puisqu'on parlait de même McDo tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quelle entreprise, de faire fuiter son chiffre d'affaires dans des paradis fiscaux, puisqu'il n'y aurait pas de paradis fiscaux. Maintenant, en Europe, pour le moins. Le problème, c'est que vous avez des traités européens qui vous disent que si vous voulez mettre en place une politique d'harmonisation fiscale, pour toutes les questions liées à la fiscalité d'ailleurs, il faut l'unanimité. L'unanimité de tous les États membres. Donc vous imaginez bien que dans une Union européenne où vous avez Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, Chypre, des paradis fiscaux, que les gens ne vont pas s'asseoir autour de la table et puis signer quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'ils font. Surtout, c'est le seul domaine, la fiscalité, où il faut l'unanimité. Oui. Et puis par ailleurs, le président de la Commission européenne, il s'appelle comment ? Il s'appelle Jean-Claude Juncker, et c'est l'ancien Premier ministre du Luxembourg. Donc les conditions sont pas réunies, on voit intrinsèquement en fait, pour empêcher, pour permettre cette harmonisation fiscale qui serait un frein à l'évasion fiscale. Mais par ailleurs, il y a des propositions qui seraient possibles dans ce cadre-là. C'est d'abord, il y a une liste des paradis fiscaux à l'échelle européenne. Il y a une liste des paradis fiscaux, eh bien, comme par hasard, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande en font pas partie. Le Parlement européen, il y a 3 semaines, a voté un texte qui dit que ces pays-là sont des paradis fiscaux. Mais bon, comme le Parlement européen a des pouvoirs limités, que c'est la Commission européenne qui décide, la Commission européenne a toujours pas mis ça dans les paradis fiscaux. Après, nous, on a des propositions également. Enfin, si par exemple, on imposait aux entreprises de déclarer leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices pays par pays, leur chiffre d'affaires, de payer leurs impôts sur le chiffre d'affaires qu'elles réalisent dans chaque pays. Et pas dans la filiale, parce que pour le coup, c'est facile de déclarer un bénéfice à 0 € si tout votre chiffre d'affaires, vous l'avez fait basculer dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est des choses qui pourraient permettre d'enrayer l'évasion fiscale. Une dernière chose aussi, ce serait imposer la transparence financière pour éviter justement ce genre d'accord qu'il va y avoir entre des banques au Luxembourg qui négocient avec d'autres et puis qui permettent à ce genre de magouille de perdurer. Je me permets de rajouter, il y a une autre problématique, c'est qu'en matière fiscale, aujourd'hui, quand on discute avec d'autres États, on a des conventions fiscales bilatérales. Donc quand ils disent oui, il faut lutter contre l'évasion fiscale, monsieur le député, quand même, on va quand même pas revoir les 170 conventions fiscales qu'on a avec les uns et les autres, ça prendrait trop de temps. Et puis d'ailleurs, celle du Luxembourg, on l'a revue récemment, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre, ce qui n'est pas vrai, évidemment. En matière judiciaire, c'est la même chose, il y a des conventions judiciaires, d'échange des données judiciaires, et nous, on s'est étonnés en faisant le rapport, à chaque fois qu'il y avait une question internationale, pas juste sur l'évasion fiscale, ça peut être juste le délinquant qui a son site internet à l'autre bout de l'Europe, là, il parle, son serveur, c'est à l'autre bout de l'Europe, vous demandez à la justice du pays concerné qu'elle actionne les moyens d'enquête pour vous faire remonter l'information. Il y a des pays, ça va assez vite, ça peut être 2-3 mois, ça dépend du type d'information, donc ça peut être 2-3 mois. Il y a des pays, ils vous répondront dans 2-3 ans, quoi. Donc forcément, vous êtes policier ici en France, vous faites votre enquête avec le parquet ou avec le juge d'instruction. Vous arrivez au moment où il vous faut les infos de base pour continuer l'enquête, vous faites la demande, puis rien pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, vous avez un document. C'est pas des conditions cette saison pour travailler. Il y a très peu de moments où on a des clauses de délai pour se répondre les uns les autres. J'ai été assez étonné, notamment les fraudes au président, ou les fraudes aux faux virements, parce que vous connaissez cette histoire, et il y a des trucs assez énormes, d'ailleurs, il y en a qui se sont fait avoir comme des bleus, des présidents de très grandes entreprises. C'est une filière franco-israélienne. C'est des délinquants franco-israéliens qui sont en Israël, qui se font passer pour... il se faisait passer pour Jean-Yves Le Drian. Il a appelé un président d'un grand groupe pour le faire, en disant écoute Jean-Yves, Jean-Yves qui dit écoute, j'ai un problème, j'ai des gens qui sont détenus, des terroristes qui détiennent des otages, ils veulent le paiement d'une rançon, mais je veux pas trop que ça se sache.
Donc, est-ce que tu peux faire un virement de X milliers d'euros, centaines de milliers d'euros, sur tel compte? Je te remercie, c'est pour la nation, machin, etc. Le type l'a fait. Après, ils sont. Pour pouvoir pratiquer ces dossiers-là, ils sont très forts. Et ils sont très forts. C'est pas une arnaque évidente qui joue sur la naïveté. Hein. On parle on parle de gens extrêmement forts. On parle de gens extrêmement forts qui peuvent avoir parallèlement accès à votre boîte mail ou des choses comme ça. Hein. Pour générer des faux mails qui vous. Tout à l'aspect de la vérité, mais c'est quand même assez énorme. Et ben, la justice israélienne coopère très mal avec la justice française pour donner les données. Une fois sur deux, il n'y a pas de réponse. Meilleure coopération entre les pays, surtout sur la même. Oui, et s'il n'y a pas de coopération, il faut aussi des sanctions, des contreparties. Enfin, ça ne peut pas être la concurrence libre et non faussée de la justice. Un coup, tu me donnes les infos, un coup, tu ne me les donnes pas. C'est pareil, non, c'est pas pareil. Pour presque conclure, il y a un point important à soulever dans les propositions, c'est également le rôle des lanceurs d'alerte et la protection qu'on leur donne. Quel doit être leur rôle, selon vous, Pasteur Charlot, dans tout ce dispositif qu'on imagine pour renforcer notre lutte ici contre la délinquance financière? Les lanceurs d'alerte, c'est les héros du programme dont on parle. C'est quand même grâce à Hervé Falciani, Antoine Deltour pour tout ce qui concerne le Luxembourg. Toute la révélation le grand pirate qui a été coopté, Jean-Claude Juncker, c'est quand même extraordinaire. Il était ministre des Finances, Premier ministre et président de l'Eurogroupe quand il y a eu les 548 rescrits fiscaux dévoilés par le lanceur d'alerte Antoine Deltour. Et bien c'est Jean-Claude Juncker qui est coopté par l'oligarchie européenne pour prendre la tête de la présidence. Voilà. Et Antoine Deltour, évidemment, qui a son procès et tout ça. Les lanceurs d'alerte, c'est eux qui nous donnent beaucoup d'informations. Nous, on travaille beaucoup avec des lanceurs d'alerte ou des salariés de Bercy qui nous parlent sous anonymat. On n'aurait jamais pu écrire notre livre Tentative d'évasion fiscale en montrant que le paquebot de Bercy voguait sous pavillon de complaisance à tous les niveaux. Les lanceurs d'alerte sont des gens, c'est des héros et c'est des gens qu'il faut protéger parce qu'ils rendent vraiment un service énorme. Et c'est le verre dans le fruit. Et comment on les protège? Parce que ces gens-là, après, sont en général exclus de leur entreprise, exclus même du marché du travail sur lequel ils postulent. Comment on protège ces lanceurs d'alerte? C'est le rôle des bons députés de la France insoumise, du Parti communiste, enfin, les députés qui ne sont pas du côté de l'oligarchie dont nous dévoilons, Michel et moi, les mécanismes de corruption. Parce que si vous voulez, c'est pas le mot même délinquance. C'est quand même très gentil. Pour moi, c'est de la criminalité, c'est de la corruption de classe, et c'est donc quelque chose de très grave qui a des conséquences criminelles sur le peuple de France, c'est-à-dire que les conséquences de ce dont on parle sont des conséquences qui tétanisent, qui sidèrent, qui disloquent le psychisme, qui rendent impuissant, qui empêchent la pensée critique, qui empêchent de se révolter, qui empêchent tout espoir de voir un monde plus coopératif, plus humain se mettre en place. C'est pas rien le travail que vous avez fait là avec ce rapport, parce que et c'est pour ça que je veux lui donner sortir des débats trop techniques quelquefois pour montrer l'importance du travail que vous avez fait, à la condition de justement pas avoir trop le nez dans l'expertise technique. Pour ne pas perdre de vue cette idée vraiment d'une guerre de classe et cette délinquance, elle est là pour tétaniser le peuple, pour piller l'État, pour piller le bien public et faire en sorte que désormais les actionnaires seront comme le renard dans le poulailler, absolument libres, sans obstacle ni contrainte. Vincent Chamoyau, quelle réflexion on porte et quelles propositions on porte autour justement de la protection de ces lanceurs d'alerte qui sont essentiels dans l'apport d'informations et puis en matière de lutte contre cette forme de délinquance ou cette forme de criminalité pour reprendre les mots. Ils sont essentiels, les lanceurs d'alerte. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à une délinquance qui généralement ne va pas générer de troubles visibles à l'extérieur, qui
souvent ne peuvent pas être révélées autrement que par l'action de l'État, notamment de l'administration fiscale. Et puis, lorsqu'elles ont d'autres victimes, lorsque ces faits ont d'autres victimes que l'État, lorsqu'on parle par exemple d'abus de biens sociaux ou de corruption, on a affaire, ou même de grande escroquerie, on a affaire à des victimes qui sont assez réticentes à déposer plainte, soit parce que victime de corruption est toujours un petit peu auteur de corruption aussi, et à l'inverse, quand une grande banque s'est fait escroquer, elle n'a pas toujours envie de le crier sur les toits, quand bien même, pour le coup, c'est une victime à 100%, elle n'a pas toujours envie de le crier sur les toits. Donc, il y a de l'autocensure quand on est victime de corruption. Et en matière de délinquance économique et financière, justement, la question de la détection est fondamentale. C'est vraiment l'enjeu majeur, c'est la détection. Alors, il y a plein de moyens importants. Il y a l'administration fiscale sur les contrôles qu'elle peut effectuer, qui malheureusement est relativement affaiblie ces dernières années dans ses capacités de contrôle. Il y a Tracfin, qui est un service qui fait des choses très intéressantes en matière de renseignement et qui produit des notes qui sont la base de dossiers économiques et financiers importants. Et puis vous avez les lanceurs d'alerte. Et en effet, le lanceur d'alerte, c'est l'homme ou la femme de l'intérieur qui a assisté, a été témoin, a peut-être participé même des fois à un certain nombre d'actes illégaux et souhaite les dénoncer, les porter à la connaissance du public et des autorités. Et là, il y a une difficulté notamment dans la définition du lanceur d'alerte qui bénéficie de la protection en France. C'est cette idée que le lanceur d'alerte devrait déjà aviser sa hiérarchie en interne pour bénéficier de la protection. Et c'est quand même une limite énorme à la protection du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que si vous êtes salarié d'une entreprise qui commet des malversations d'un type ou d'un autre, le fait de ne bénéficier de la protection du lanceur d'alerte que si vous allez dénoncer les faits avant à votre hiérarchie, ça limite beaucoup la portée. Parce que bien entendu, si vous dénoncez à votre hiérarchie, il n'est pas sûr qu'elle vous aide beaucoup et il n'est pas sûr qu'elle préserve les preuves pour la justice. Et ça, c'est une vraie limite à la protection des lanceurs d'alerte, notamment dans le milieu de l'entreprise. C'était le point de débat particulier sur la directive sur les lanceurs d'alerte au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'articles qui avaient fleuri en disant mais que fait la France ? Parce qu'elle avait bataillé pour que dans le futur texte, cette notion de prévenir sa hiérarchie soit présente. Or, le texte qui a été validé ne le prévoit pas. Parce que, y compris, il y a diverses cultures sur les lanceurs d'alerte. Bon, c'était dit tout à l'heure dans l'hémicycle. Les Américains, en matière financière, ils ne s'emmerdent pas, quoi. Vous pouvez avoir un pourcentage du gain qu'a récupéré l'administration fiscale. Donc, vous avez un lanceur d'alerte. Alors, il peut quand même prendre de la prison en parallèle. Donc, c'est un peu bizarre parfois, mais il y en a un, il a dénoncé, c'était la même affaire UBS. Lui, il est 75 millions de dollars, 75 millions de dollars. Et la française d'UBS, elle a été virée comme une malpropre, elle ne sait pas où retrouver du boulot, elle est en galère, elle vit des minima sociaux, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il y a peut-être. C'est vrai qu'il y a un problème de chasseurs de primes aussi, d'effet chasseurs de primes aux États-Unis qui n'est pas forcément hyper vertueux. Mais il y a peut-être un entre-deux, un juste milieu à trouver, quoi. Il y a quelque chose. Il était prévu que pour les lanceurs d'alerte dans la loi Sapin 2, il y ait un secours financier. De combien, de quoi, on ne sait pas exactement, mais il était prévu le principe d'un secours financier géré par le défenseur des droits. Parce que c'est le défenseur des droits qui donne le statut de lanceur d'alerte dans la loi. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que ce n'était pas au défenseur des droits de verser un secours financier, que ce n'était pas son rôle. Donc la disposition a été censurée et personne n'a jamais rien remis à la place. Donc officiellement la loi prévoit un secours, mais c'est censuré par le Conseil constitutionnel. Donc voilà, circuler à la loi. Il faut changer le Conseil constitutionnel. Alors c'était une bonne intervention tout à l'heure, je sais pas et vous puissiez siéger. Et que Monique puisse siéger pour veiller à ce qu'il y ait un secours financier pour les lanceurs d'alerte. On va balayer rapidement peut-être des propositions qui ont été dites et d'autres qui n'ont pas été citées. En quelques mots, quelques phrases, Vincent Charboyot, pour conclure, quelles propositions on peut encore citer pour lutter activement contre cette forme de criminalité, puisqu'on a changé de mots au cours de ce débat.
En théorie, c'est le quantum de peine sur pénalité délinquance. Il y a infraction financière. Quoi. Oui, le terme juste, ça reste délinquance. Hein. On peut appeler ça criminalité d'un point de vue pour décrire le phénomène, mais d'un point de vue juridique, le terme c'est délinquance. Je pense que ce qui est important, vraiment, enfin, on a balayé la question de la détection qui est vraiment fondamentale, parce que le problème de l'impunité, c'est pas tant l'impunité du niveau des peines qui sont prononcées, ou pas, ça c'est un débat, mais c'est surtout le fait qu'en matière de délinquance économique et financière, vous avez quand même peu de chances d'avoir à répondre effectivement de vos actes. C'est plus ça que le niveau des peines. C'est plus la problématique de la détection, la problématique des moyens très insuffisants de l'autorité judiciaire, de l'administration fiscale et de la police qui ne sont pas en état de faire face. C'est sur ces points-là qu'il faut agir. Il y a un problème aussi avec des mécanismes, ça a été abordé dans les débats parlementaires, avec des mécanismes comme la convention judiciaire d'intérêt public, qui est quelque chose qui se comprend dans une perspective uniquement gestionnaire, c'est-à-dire qu'à un moment on dit la justice est trop faible pour pouvoir traiter efficacement des dossiers d'une telle complexité. On préfère avoir une solution rapide, pas chère et débarrassée d'un certain aléa pour, entre guillemets, sanctionner. Le problème, c'est qu'on est sur des sanctions qui sont uniquement pécuniaires, des sanctions qui n'impliquent pas de déclaration de culpabilité et qui n'ont pas de conséquences en termes de casier judiciaire, d'interdiction de candidater à des marchés publics ou autres. Et comme on est en matière de délinquance financière, peut-être dans le seul secteur de délinquance dans lequel vous avez des agents qui vont réfléchir rationnellement à leur délinquance. C'est-à-dire quand vous parlez de la délinquance de droit commun, les gens sont pris par des impulsions, par tout un tas de facteurs sociaux, personnels, psychologiques qui font que c'est souvent le choix, c'est souvent des choix qui sont un peu contraints, en tout cas pas totalement conscients. Les gens en répondent néanmoins, mais c'est quand même très déterminé par un certain nombre de facteurs. En matière économique et financière, vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont dans des choix de délinquance rationnels, avec des calculs coûts-avantages, avec des calculs risques-bénéfices. Et le problème d'un mécanisme comme la CGIP, c'est qu'avec l'absence de déclaration de culpabilité, l'absence de conséquences significatives autres que pécuniaires, vous êtes dans une situation où, quelque part, vous pouvez acheter votre innocence. Alors, en la payant cher, hein, c'est pas la question. Les montants sont élevés, mais ça vous permet de dire, bon, bah, combien ça va me coûter, d'anticiper, de se dire combien... Il n'y a rien de... Contrairement à une audience publique donnant lieu à condamnation selon le mode classique où vous allez comparaître pendant un certain nombre de semaines, où le dossier va être exposé, où vous risquez un certain nombre d'interdictions liées au casier judiciaire, là, c'est uniquement pécuniaire, sans déclaration de culpabilité. Ça vous donne en quelque sorte la possibilité d'acheter votre innocence. Encore une fois, la payer relativement cher. Mais l'acheter quand même. Mais l'acheter quand même. Leïla Chaibi, en 2022, vous êtes propulsé à l'Élysée. Quelle est la première mesure que vous prenez pour lutter contre la délinquance financière? Moi, je me dis des fois qu'en 2022, moi j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même sur ces sujets-là. Alors, même si Monique Passon-Charlot disait que c'est sûr, on est dans une logique de classe, et puis on a toujours entendu, je sais pas ce que vous disiez, donc c'est des discours qu'on entendait déjà il y a 20 ans. Il y a toujours eu des gens soit qui tenaient la tranchée ou qui s'élevaient contre ça, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui pouvaient passer il y a 2 ans, mais que de plus en plus, et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes là, qu'on connaît depuis plusieurs mois, que c'est des choses qui sont plus... que la coupe est pleine et que les gens ne tolèrent plus ça, ce genre de justice à 2 vitesses, de traitement à 2 vitesses des contribuables. Et donc je me dis que peut-être il y a le travail des lanceurs d'alerte, mais il y a aussi il y a le travail des députés, des élus qui mettent la pression dans le cadre, dans l'enceinte de l'institution, mais il y a aussi, je pense, quelque chose qui peut mettre la pression, c'est l'opinion publique. Et notamment quand on parle d'entreprises qui sont des entreprises, par exemple, quand on va acheter ses fringues chez Zara, pareil, Zara, moins de 5% d'impôts, pendant que le vendeur de fringues de centre-ville va payer 28% d'impôts, 33% d'impôts.
Quand on parle de McDonald's, il y a des appels là qui circulent beaucoup pour un boycott de McDonald's contre ces pratiques-là. Les salariés qui s'élèvent contre leurs conditions de travail, enfin pour l'amélioration de leurs conditions de travail, mais pas que. En parlant aussi, en pointant du doigt la justice fiscale. Moi, hier soir, j'étais au blocage d'un McDonald's à Besançon en soutien des salariés qui voulaient bloquer leur McDo. Il y avait les salariés, mais il y avait aussi les gilets jaunes qui étaient là, sur la question de l'évasion fiscale, justement. Je pense que c'est des choses qui n'auraient peut-être pas été possibles. Je me rappelle des premières grèves de la restauration rapide, il y a une dizaine d'années, j'avais participé. Il n'y avait pas ces questions-là d'évasion fiscale, on était juste sur le volet salarial. Et par rapport à ce que vous disiez, il y a eu un article dans Challenge, il y a 2 mois, qui évoquait le fait que McDo était en train de négocier une convention, justement, peut-être avec Bercy, pour pas payer ce qu'il devait, ce qu'il devait, suite à la plainte d'Eva Joly qui demandait à ce que les salariés aient droit à une prime de participation. Et le pire, c'est que malgré la levée du verrou de Bercy officiellement, les avocats n'ont pas accès aux informations. Mais là, ils estiment que McDonald's aurait mis de l'argent de côté, parce que comme vous le disiez, en fait, ils calculent que de toute façon, au pire, qu'est-ce qu'ils risquent? Juste rendre ce qu'ils doivent. Et moi, Alexis Spire, que j'ai rencontré dans le cadre de la commission d'enquête citoyenne sur McDo, vous avez reçu dans la précédente table ronde, il me disait quelque chose, il me disait mais c'est dingue, il y a cette impunité fiscale, et comme il y a un traitement à 2 vitesses, c'est comme si un voleur de bijoux, en fait, on lui dirait, c'est comme si on lui disait, tu nous rends 2-3 bagues et un collier, une petite partie de ton butin, et puis c'est bon, c'est oublié, tu vas pas en prison. Monique Vincent-Charlot, qu'est-ce que vous retenez comme proposition peut-être principale pour améliorer ce constat et cette situation? Moi, je reviens toujours au problème démocratique, parce que la démocratie pseudo-représentative, qui est quand même à l'origine de toute cette délinquance financière qui n'est pas punie à sa juste mesure, pour moi, j'en ai marre, je vous le dis très franchement, de me battre contre les lois, parce que j'ai remarqué que tout le travail qu'on a fait, Michel et moi, alors qu'il n'y a pas que nous, il y a beaucoup d'autres gens, mais finalement, c'est bien ce que vous avez dit, Leïla, mais ok, il y a beaucoup de gens qui sont maintenant très mobilisés, on est très nombreux, le marché de la contestation sociale est énorme, nous qui publions des livres, alors maintenant on publie un livre sur Macron, mais il y en a 10 qui sortent en même temps que le nôtre, et tous avec les mêmes angles, et c'est très bien, mais si vous voulez, au final, qu'est-ce qu'on constate, c'est que on permet à la classe dominante d'aggraver l'opacité, d'aggraver les processus de délinquance. Et pour moi, vraiment la solution radicale, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le vote obligatoire pour régler le problème de l'abstention, la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, le non-cumul des mandats, et c'est fini les carrières en politique. C'est-à-dire que les classes populaires et les classes moyennes, qui sont très mécontentes, doivent pouvoir faire la loi. Moi, j'en ai marre de me battre contre les lois. J'ai envie, avec vous, Leïla, main dans la main, nous, petites femmes, de faire la loi. Gouverneur Alexis, peut-être le mot de la fin pour vous, avec ce travail parlementaire qui a duré plus de 6 mois, des dizaines d'auditions, plus de 25 propositions formulées dans ce rapport. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un solide point d'appui là qu'il y a pour aller plus loin dans d'autres propositions et surtout enrichir le débat au sein de l'opinion publique et pour dire que cette lutte contre la délinquance financière, il y a des propositions, on peut les faire, on peut lutter. Oui, c'est un point d'appui évidemment, mais je veux dire, on n'a pas inventé grand-chose dans ce rapport. On a collecté des mêmes endroits, des informations qui étaient parfois éparses. On a pu avoir accès à des informations des administrations qu'elles ont bien voulu nous donner parce qu'elles sont un peu obligées et qu'on a difficilement ailleurs. On a actualisé des chiffres, des données, mais objectivement, ce rapport, c'est surtout un emmerdement pour la majorité. Moi, je l'utilise comme ça et je l'organise comme ça. Parce qu'en fait, en réalité, ça a été dit par les là avant. Il y a un truc qui a un peu changé quand même ces dernières années. Et c'est marrant, c'était le témoignage des journalistes de Cache Investigation qu'on a auditionné pour le rapport. Parce qu'il y a eu, vous savez, ce numéro spécial sur je crois que c'était sur les Panama. Panama, exactement. Je suis super, enfin, aux LuxLeaks, les pays par là. Et eux-mêmes ont été étonnés de l'audience de leur propre numéro. Parce qu'ils avaient fait 1 an et demi ou 2 ans auparavant, ils avaient déjà fait un sujet un peu similaire. Qui avait beaucoup moins bien marché. Qui avait quasiment pas marché en réalité. Enfin, qui était une audience
commune classique. Et là, le truc a cartonné du tonnerre de Dieu. Et effectivement, on peut se dire, c'est un coup d'éclat à un moment donné parce que conjonction des astres. Mais pas vraiment. On voit que derrière, effectivement, les gilets jaunes, très vite, ça devient une des revendications. Elle est comme ça, dans l'air. Et puis, un des indicateurs, qui est quand même, je pense, le meilleur indicateur, c'est que quand nos adversaires se sentent obligés d'en parler régulièrement, c'est que quand même, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Quand Emmanuel Macron, le 10 décembre, dans son allocution pour calmer les gilets jaunes, dit « Oui, bon, il y a peut-être des gens qui ne payent pas complètement leurs impôts, faut peut-être qu'on fasse quelque chose », là, sa conférence de presse, il y consacre quand même un petit moment. Je veux dire, voilà, il dit, je vais demander à la Cour des comptes si tout le monde paye bien ses impôts, qui ne les paye pas, comment on peut faire pour les récupérer. Là, donc Belloubet, qui est chargé avec les autres ministères de réunir l'inspection générale de la justice, l'inspection générale de l'administration pour le ministère de l'Intérieur, l'inspection générale des finances, de voir combien de divisions il faudrait pour récupérer combien d'argent. Enfin, ils sont un peu acculés quoi, par cette opinion publique. Et puis, quand à un moment donné, vraiment, le truc, c'était la question que tu me posais au début de la première table ronde, c'est comment ça se fait qu'il y a un député de la République En Marche qui signe des propositions comme celle-là, quoi. C'est pas normal, ça devrait être un représentant de l'oligarchie comme les autres. Et puis Jacques Maire, c'est pas exactement n'importe qui. En réalité, quand vous regarderez, vous mettrez sur Wikipédia, c'est un haut fonctionnaire, il a fait l'ENA, il a été diplomate, et il a eu des responsabilités chez AXA Assurance. Donc c'est pas... Voilà, c'est pas... Oui, mais ce que tu dis pas, c'est que tout n'a pas été publié dans ce rapport. On n'a pas tout... Il n'a pas tout validé. Alors non, il n'a pas tout validé parce que la convention judiciaire d'intérêt public, l'essentiel pour préserver le Grisby, il est là, quoi. On est d'accord. C'est important. On est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il a déjà validé là, c'est déjà insupportable pour un certain nombre de ses collègues et pour un certain nombre de ministres. C'est dire que quand même, moi je suis content de les emmerder. Voilà. C'est à ça que sert ce document. Et j'espère que ce sera un point d'appui pour augmenter l'emmerdement, de sorte à ce qu'après ça se traduise quand même en bulletin de vote et en action politique concrète. Et on est rentré dans le détail. Monique, je me permets juste de dire qu'à la fin, on a fait une contribution France Insoumise en complément, pour rappeler toutes les mesures générales qui ont un lien direct ou indirect avec la délinquance financière qui ferait que ça ne pourrait plus arriver. Et tu disais tout à l'heure, la question démocratique, c'est une évidence, mais il y a un autre truc. Si on met les salaires de 1 à 20 et le taux d'imposition à 90% au-delà de 400 000 euros, ça devient plus... De toute façon, pour s'enrichir, ça ne servira plus à grand-chose. Juste vivre bien des sous qu'on a, ce sera déjà extrêmement sanitaire et bien mieux comme ça pour tout le monde, pour le pays, pour les gens. En tout cas, grâce à notre travail et au travail de Jacques Maire, le constat est enfin dressé, puisqu'on attendait ce rapport depuis longtemps sur ces moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre la délinquance financière. Les propositions existent et la démocratie peut appuyer ces propositions et peut-être une réponse démocratique à tout cela. Voilà un bel événement auquel il faut que vous ajoutiez votre contribution pour partager évidemment l'ensemble de ces contenus, pour mobiliser l'opinion citoyenne, l'opinion publique sur les réseaux sociaux, pour aller encore plus loin dans le débat, parce que chacun peut y prendre sa part. Merci beaucoup et salut!